Alors, le jeu de roi, c'est une métaphore de notre royauté. Certains ont utilisé le terme souveraineté, je le reprends très bien, notre souveraineté intérieure et extérieure. C'est-à-dire notre capacité à être au centre de soi pour régner sur le monde de nos émotions, de nos pensées, de notre corps, d'ailleurs plus fondamentalement même de notre corps, et pour, en faisant cela, pouvoir nous situer au centre de notre monde extérieur, du monde dans lequel nous évoluons, que ce soit notre famille, notre couple, notre famille, nos enfants, ou que ce soit dans le monde encore plus étendu, plus social, dans notre profession, et même de la politique. Donc, il y a une idée centrale dans le jeu du roi qui est cette centration au cœur de notre univers intérieur et extérieur. Et le concept a évolué par la pratique. Une des premières réactions, ça a été de dire c'est sexiste, le jeu du roi, et pourquoi pas le jeu de la reine. Alors, nous en sommes venus d'abord à parler du jeu du roi et de la reine, parce que qu'on soit homme ou femme, nous pouvons accéder à notre souveraineté, c'est une évidence. Et, ensuite, on a parlé du jeu du roi-reine, parce que ce qui nous est apparu essentiel dans la pratique, c'est qu'en fait, la première intégration, c'est entre nos côtés masculins et féminins. Donc notre royauté, notre souveraineté consistait d'abord à être un être intégré dans tous les aspects de notre personnalité, à commencer par notre cerveau droit, notre cerveau gauche, nos aspects yin, nos aspects yang, donc entre masculin et féminin. Donc toute personne qui accède à sa souveraineté est un roi-reine, un androgyne. Donc je comprends bien que le jeu du roi-reine, le nom vient du fait de retrouver sa royauté à la fois intérieure et en résonance avec son environnement. Mais alors, comment on fait? Quel est l'outil qui permet cela spécifiquement dans le jeu du roi-reine? Alors, c'est parti d'une forme d'improvisation, de s'amuser pour explorer euh, son pouvoir d'influence, de faire passer les gens sur le trône, sur un trône imaginaire, et de voir comment les gens se distribuaient autour et ce qui se passait. Et donc c'est d'abord une impro, ensuite c'est devenu, la compréhension s'approfondissant, c'est devenu un psychodrame, c'est-à-dire que à travers cette mise en situation, les gens vont acter des éléments de leur monde intérieur en fonction de leurs scénarios qui viennent du passé, de leur conditionnement, etc. Et d'ailleurs, on s'est rendu compte très vite que les scénarios les plus essentiels qui se manifestaient quand nous jouons notre leadership, notre royauté, c'était les scénarios de l'enfance avec nos parents, notre milieu. Voilà. Et en fait, finalement, ça se rapproche beaucoup des constellations familiales d'une autre façon. Alors, ce qui est apparu aussi dès le départ, euh, parce que j'ai participé en tant euh, que participant à des groupes d'hommes dans la lignée de la psychologie jungienne américaine sur, sur la masculinité. Et là, on utilisait des archétypes de Jung. Il y avait le magicien, le roi, le guerrier, etc., le prêtre, je ne sais plus exactement lesquels. Et cela m'a inspiré à faire vraiment un psychodrame dans lequel peu à peu les archétypes essentiels de cette intégration intérieure sont apparus. C'était progressif en fait comme processus. Alors évidemment, l'archétype qui apparaît, c'est central, ben voilà, je suis roi, je suis la reine, je suis le roi-reine au milieu de vous, et qu'est-ce qui se passe pour vous, qu'est-ce qui se passe pour moi, qu'est-ce que j'ai envie de lancer, de quoi j'ai envie de parler. Il y a des gens qui au début ne disaient rien et juste
disaient, enfin, juste disaient une chose, comment allez-vous, qu'est-ce qui se passe dans le royaume, d'autres qui arrivent avec un scénario, voilà, on est en guerre contre les voisins, ou des choses comme ça. Nous nous sommes rendus compte que, enfin, je me suis rendu compte au départ, après ça j'ai collaboré avec d'autres personnes, eh bien qu'il y avait rien n'était dit au hasard. Tout ce qui émerge des participants, et en particulier du roi-reine, on parle de leur monde interne. Donc c'est tout l'aspect manifestation d'inconscient, projectif, qui est apparu et qui a donné naissance à un outil hyper puissant pour comprendre comment son monde interne influence, impacte le monde externe autour de soi. C'est vraiment à l'interface entre les autres et moi. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que celui qui est sur le trône, il impacte comme un élément de cristallisation de comment les personnes vont se positionner dans l'espace, comment ils vont réagir, vont répondre aux attentes du roi, et comment ils vont interagir entre eux. Donc c'est quelque chose d'absolument magnifique. C'est-à-dire, tout d'un coup, émerge un outil qui permet, pour celui qui explore son état d'intégration, j'allais dire son leadership, mais leadership c'est trop orienté parce que c'est vraiment toute sa situation dans le monde, c'est son être dans le monde qui se manifeste et qui manifeste combien le monde intérieur, en particulier le monde qui n'est pas élucidé, qui reste inconscient, amène le monde extérieur à se positionner autour de nous et comment les réactions de ce monde externe peuvent nous permettre, si nous sommes courageux assez pour mettre la lumière dessus, pour se regarder, mais alors, si les gens interagissent comme ça autour de nous, ça dépend, ça me révèle, ça peut me révéler des éléments de ma personnalité, des éléments de mon histoire dont je n'ai pas conscience. Donc c'est un outil hyper puissant. Il y a dans le jeu du roi 2 sous-titres. Oser être le jeu du roi, c'est le nom complet des jeux du roi que tu animes avec Marianne. Et puis il y a dans ton livre le sous-titre Osez votre leadership, c'est votre droit de naissance. En quoi le jeu du roi amène à oser être qui nous sommes, ou du moins oser notre leadership, c'est-à-dire notre capacité à prendre le leader? Alors, c'est une très bonne question. C'est le jeu du roi, nous révélant ce qui est caché en nous, nous permet de libérer des énergies fabuleuses qui sont comme occultées, bloquées, empêchées de s'exprimer. Alors, oser notre leadership, ça veut dire que déjà, il faut oser pour aller faire un jeu du roi, parce que c'est quelque chose de courageux d'aller s'exposer, hein, oser, je dirais, oser s'exposer devant d'autres personnes qui vont me révéler possiblement des failles, mes richesses cachées, et qui sont souvent au départ perçues comme des failles. Et par exemple, si le monde extérieur me renvoie que c'est chaotique en moi, qu'il n'y a pas d'ordre et qu'il y a beaucoup de colère, par exemple, de regarder ça, ça ne me fait pas plaisir au départ. Mais par contre, si je peux, grâce à ça, valider que j'ai de la colère, que j'ai de bonnes raisons d'être en colère et que cette énergie va rejaillir dans tout mon être et dans mon action extérieure de façon action positive, agressivité positive, découverte, aventure, eh bien, j'ai gagné le gros lot, quoi. Mais ça demande vraiment le courage, oser, de se mettre en face de tous ces aspects de soi qui vont libérer cette énergie. Donc, il faut oser pour entrer, faire un jeu de roi, enfin participer à une formation au leadership jeu de roi, et ça permet aussi, après ça, dans la vie courante, d'oser beaucoup plus. Curieusement, un des endroits où le jeu de roi travaille le plus, c'est la capacité à s'affirmer en face de sa femme, par rapport à ses enfants, et bien sûr dans le monde du travail et dans le monde de la politique. Et il y a des gens qui ont pratiquement tout le monde qui participe au jeu du roi et qui sont engagés
dans une activité professionnelle, une carrière, font des bonds importants dans leur positionnement professionnel, soit pour accéder à des responsabilités, accepter, oser des responsabilités qu'auparavant ils tremblaient, ils ne voulaient pas prendre, ils n'osaient pas prendre. Ça peut être aussi d'accepter, d'oser, de changer de carrière. Il semble que actuellement, pour des gens de haut niveau, à haut potentiel, en fin de vingtaine, trentaine, etc., tout au long de la carrière, en fait, l'essentiel de la carrière, c'est excellent de changer tous les 4-5 ans, de changer de milieu, d'environnement, pour oser sortir de sa zone de confort et développer des qualités qui n'ont pas encore été mises en valeur. Et ça, c'est oser. C'est oser sauter du confort. Là, je pense à quelqu'un qui avait un poste énorme en recherche et développement dans une grande compagnie et qui a sauté en dehors de ce qui était devenu confortable pour monter sa propre entreprise et qui en ce moment est en train d'exploser. Mais pour ça, je l'ai accompagné et je sais ce que ça a demandé de tergiversation, doute. Voilà. Et le jeu du roi, la formation jeu du roi, lui a permis vraiment de traverser ces étapes. En quoi donc le jeu du roi aide aussi le manager vis-à-vis de son équipe? Ou chacun, d'ailleurs, n'importe quel membre d'une équipe vis-à-vis du reste de l'équipe ou de son manager? Oui, bien sûr. Pourquoi? Parce que au cours du psychodrame, il y a évidemment la place majeure de celui qui est sur le trône, et qui n'est pas toujours sur le trône, qui ensuite se retrouve comme participant. Donc tout le monde a l'occasion de monter sur le trône, mais tout le monde aussi a l'occasion de découvrir les autres archétypes dont je vais parler dans un instant. Et ça permet au manager de fait, on parlait il y a une époque, je ne sais pas si on parle encore autant maintenant, mais du team building, la capacité à rassembler une équipe autour de soi et à faire que tout le monde soit coopérant. Et ça dépend absolument, maintenant c'est une évidence avec la pratique du jeu du roi, que la capacité de rassembler une équipe où il y a des gens très différents dépend de la capacité du chef d'équipe, du responsable d'équipe, d'intégrer les aspects très différents qu'il a à l'intérieur de soi, sa richesse intérieure. Alors là, évidemment, c'est en corrélation avec ça, tout manager est aussi membre d'équipe. Et tout membre d'une équipe exerce une forme de responsabilité. Et dans la pratique du jeu du roi, eh bien, j'explore aussi comment je me positionne par rapport à celui qui est en situation de responsabilité et comment je me positionne par rapport aux réactions des autres. Alors justement, donc, tu dis que ça marche avec des archétypes et que les gens se placent dans le royaume selon des archétypes. À quoi ça sert les archétypes? Qui sont-ils et entre guillemets, qu'est-ce que ça révèle? C'est intéressant ta question parce que au départ, quand j'ai exploré avec cette technique, je ne savais pas que j'étais dans une approche extrêmement jungienne. Et donc Jung a exploré beaucoup ce qu'est l'inconscient collectif et les archétypes. Et l'inconscient collectif, on peut considérer le monde et notre monde interne comme le monde externe, comme de la façon de la physique quantique, il y a un champ d'énergie potentielle dans lequel il y a des éléments d'organisation. Ce qui va émerger, c'est pas n'importe quoi. C'est sortir de quelque chose qui au départ apparaît comme un champ informe et vide. C'est les paroles de la Bible dans Dieu qui créa. Au départ, le monde était informe et vide. Et de cet océan informe et vide de potentiel émerge, selon le Verbe de Dieu, la parole créatrice, des éléments d'organisation, les mondes, les planètes, il sépare la Terre
l'eau de la terre du ciel, etc. Et finalement, par sa parole, il crée les différents êtres qui apparaissent. Et ces différents êtres qui apparaissent, donc, ils sont, d'une certaine façon, comme une émergence entre les origines et la situation actuelle. C'est comme des programmes informatiques qui font qu'une partie de cette matière-énergie originelle va prendre la structure d'un arbre, va devenir un être humain ou un lion, voilà. Et pour émerger de l'informe avec l'énergie, trouver forme et se réaliser dans le monde, il y a les archétypes. Et dans les archétypes qui font partie de l'inconscient collectif, dont chacun de nous fait partie, notre inconscient personnel, individuel, et fait partie de cet immense inconscient collectif de l'humanité et peut-être même du cosmos, de l'univers. Et là-dedans, il y a on peut dire que les archétypes sont des façons dont l'énergie va s'exprimer et dont nous-mêmes, nous allons pouvoir, dans le monde des humains, manifester notre pulsion vitale. Alors, justement, c'est cette force vitale qui émerge en nous, elle va prendre différentes formes. Il y a ce qu'on a mis en place, je peux dire ce qui a émergé de la pratique. Il y a notre force de guerrier, d'affirmation de soi, d'agressivité positive, de capacité à protéger et à s'engager. Et c'est une puissance qui nous amène, qui est particulièrement évidente chez les sportifs, chez les militaires, chez les samouraïs. Et c'est toute une partie de notre énergie vitale que Freud appellerait la libido, le plaisir de s'exprimer dans l'existence, et qui amène vraiment du plaisir, et que dans notre vie, tout le monde en a besoin, même ceux qui, pour des raisons de leur histoire personnelle, par exemple un père qui était violent, etc., ont du mal à accepter qu'ils ont aussi cette énergie positive d'affirmation d'eux-mêmes. Donc ça, c'est le premier archétype, et c'est le premier archétype de l'émergence de ce champ d'énergie informe vers la réalisation de notre devenir dans le monde. Ensuite, il y a un deuxième archétype qui est le compagnon bâtisseur. En fait, c'est le professionnel. On peut prendre l'archétype un peu mythique des constructeurs de cathédrales, des compagnons bâtisseurs du Moyen-Âge qui existent encore actuellement. Mais en fait, dans notre monde professionnel, nous avons certainement besoin de l'archétype du guerrier pour nous affirmer et tracer notre chemin. Mais ça suffit pas. Il faut aussi qu'on ait un mental organisé, qu'on ait une capacité de penser le monde et de l'organiser. Donc c'est essentiellement l'archétype du professionnel. Maintenant, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que si des personnes qui réalisent essentiellement ces deux archétypes, eh bien, il peut y avoir quelque chose d'extrêmement brutal, extrêmement déséquilibré dans leur positionnement professionnel ou même dans leur famille. J'ai vu quelqu'un qui n'était que là, mais il avait perdu contact. Pour le moment, il n'y avait plus de femmes dans sa vie, il avait fait fuir toutes les femmes. Il avait des enfants, filles, rien du tout. Et il opposait un déni absolu par rapport aux deux autres archétypes qui représentent beaucoup l'équilibre féminin, l'équilibre yin. Féminin dans un sens pas homme et femme, hein, au sens de vraiment un autre aspect de la personnalité de chacun. Ces deux archétypes qui sont plus dans la réceptivité, l'émotion, la joie, l'intériorité, on a le sage, l'archétype du sage, qui est celui qui développe sa vie intérieure,
qui sait se retirer, aller en retraite, que en lui, mais aussi pendant des périodes où il se retrouve dans la nature, où il devient sensible, on pourrait dire aux esprits de la nature, aux informations qui viennent, et aux informations, j'aime bien ça, c'est la reformation de notre être dans l'univers des plantes, des animaux, du ciel, de la terre, là. Ce que chacun fait en allant en vacances. Est-ce que ceux qui vont dans des monastères tibétains ou qui apprennent à méditer, vipassana, qui suis-je dans ce qu'on offre, c'est vraiment la dynamique de la sagesse pour devenir un être puissamment enraciné dans son cœur et ça amène aussi beaucoup le service aux autres, la disponibilité, l'ouverture du cœur et la disponibilité aux autres pour aider. Ce qui fait que, par exemple, beaucoup de personnes qui ont vécu à fond dans l'entreprise en tant que manager, avec un travail vraiment professionnel important, à un moment donné, ils se disent « Oh, il me manque quelque chose, je m'en vais au burn-out ». Et on trouve beaucoup de ces personnes-là, en tout cas c'est beaucoup de ces personnes que nous recevons dans nos séminaires, qui disent « Oh, je voudrais jouer un autre rôle, je voudrais être coach, je voudrais être plus dans les relations humaines, dans les supports au niveau de l'humain. » Et le quatrième archétype de l'émergence de ces forces puissantes et internes, c'est un aspect qui est parfois complètement oublié dans l'entreprise, c'est l'artiste. Et l'artiste, c'est vraiment l'amoureux, l'émotionnel, le créatif, l'imaginatif, celui qui sait détendre en étant bouffon, celui qui sait oui, il y a l'aspect de légèreté. C'est deux aspects principaux qui émergent dans cet archétype. C'est la légèreté, savoir faire rire, sourire, détendre, et l'aspect créatif, c'est-à-dire celui à travers qui les mythes d'une société, enfin c'est les cinéastes en particulier, quand on regarde les hommes de théâtre, les chanteurs, ce qu'ils manifestent de l'inconscient collectif qui va inspirer ses contemporains. Et c'est donc celui qui est en contact avec sa source de vie jaillissante et créatrice et aimante. Et quand on regarde vraiment la société, en fait, c'est un rôle énorme. L'artiste est très très présent tout le temps, ne serait-ce que dans le design publicitaire. Et cette énergie de l'artiste, comme toutes les autres, peuvent être complètement justes, posées ou perverties pour des besoins. Le guerrier, ça peut être le militaire qui balance des bombes atomiques, sans état d'âme. Le bâtisseur, ça peut être celui qui fait des machines ou un excès de technicité qui détruit l'environnement. Science sans conscience, c'est la ruine, quoi. Donc, et le sage peut devenir avec son intériorité un manipulateur pervers, et l'artiste peut devenir schizophrène, complètement déconnecté de la réalité. Donc ces quatre archétypes sont vraiment des voies d'émergence. Maintenant, quand dans nos vies, nous ne sommes pas en équilibre avec ces archétypes, nous ne pouvons pas accéder à la royauté, à la souveraineté, c'est-à-dire à l'intégration de tout notre potentiel. Et en même temps, si nous n'avons pas pu accéder, c'est que ça n'a pas pu traverser la couche entre l'inconscient et le conscient. Et si nous avons été empêchés, notre enfance, les situations sociales, mille et une raisons, eh bien, tout ce potentiel vital à l'intérieur de nous n'a pas passé la barrière de l'expression dans le monde conscient et dans le monde de la réalité présente, et ça a été refoulé, c'est-à-dire ça s'est retourné contre soi, et ça fait que
à l'intérieur de nous, il y a tout un magma d'émotions, d'énergie qui peuvent éclater de façon, par exemple, d'exploser de colère quand il faut pas, ou d'exprimer nos manques euh, par de l'invalidation des autres, en particulier par un essai. Comme j'arrive pas à être dans mon pouvoir, eh bien, je fais en sorte que de trouver des moyens détournés pour avoir plus de pouvoir que les autres. Bon. Donc c'est tout le jeu des relations humaines qui peuvent se passer comme ça. Ces 4 archétypes, on est venu à, évidemment, dès le départ, avoir l'archétype du roi-reine, j'ai expliqué déjà au départ, mais il a émergé aussi un autre archétype qu'on a d'abord appelé le point d'interrogation. C'est ce qui se passe quand ça n'a pas émergé, c'est quelqu'un qui se vit, ouais, j'ai du potentiel, mais je ne sais pas quoi en faire. Et là, à l'intérieur du jeu, il y avait une position spéciale, parce que chaque archétype finalement trouve un positionnement. Et puis finalement, nous avons compris que dans ce positionnement de l'inconnu, il y avait le jaillissement d'énergie primordiale, qui était un jaillissement sain, dynamique, hein, ce que Nietzsche appelle la volonté de puissance, c'est-à-dire la volonté d'émergence, et il y avait aussi le refoulé. Ce qui fait que le refoulé, c'est comme si cette énergie magnifique et lumineuse était polluée. Et vous savez, comme dans une source, on a pataugé, voilà. Dans une source pure dans laquelle on a pataugé, il y a des feuilles mortes, il y a de la vase, et puis de se débattre là-dedans, eh bien, la source se bouche, il y a des feuilles mortes, et puis l'eau qui en sort est croupie. Et voilà. Et ce qui fait que souvent le vasouilleux de nos modes d'expression dans ce monde. Et là, nous avons compris qu'un des bénéfices du jeu du roi, c'était que ça permette à, à tous ces éléments possiblement négatifs, alors qu'elle possède une énergie magnifique, de se libérer, de se nettoyer. Donc dans le psychodrame Le Jeu du Roi, il y a aussi des éléments de négativité qui apparaissent, qui se nettoient, pour que la personne retrouve le jaillissement spontané, intelligent, clair, lumineux, de cœur, qui est la nature de son être. Alors, quand je t'écoute, j'ai l'impression que le jeu du roi, en tout cas la manière dont tu l'animes avec Marianne, a une dimension spirituelle et thérapeutique importante. Et je me demande, est-ce que le jeu du roi est applicable en dehors des circuits de développement personnel? Alors, dès le départ, mon intention, quand j'ai mis en place le jeu de roi, mais c'était une intention que j'avais, ou une préoccupation que j'avais depuis longtemps, c'est comment les éléments que j'ai acquis par la méditation, par la recherche intérieure dans différentes traditions, et aussi tout ce que j'ai fait par ma propre thérapie psychanalytique par laquelle je suis passé, puis mes recherches et mes pratiques de psychothérapie, comment ça pouvait être utilisé dans l'entreprise ou dans la politique où il me semble qu'il y a, enfin c'est évident, qu'il y a beaucoup de souffrances, hein, les souffrances à l'intérieur de l'entreprise et les souffrances dans le monde pour des raisons de géopolitique même, et qui en reviennent aux politiques. Hein, et comment pouvoir imprégner et intervenir dans le monde de l'entreprise et de la politique, avec quel outil et comment jeter des ponts. En fait, je me suis rendu compte que même entre les mondes de la spiritualité et de la psychothérapie, c'est souvent complètement chanté, enfin qui a parcellisé avec très peu de communication. Il y a déjà donc, par exemple, beaucoup de gens s'en vont méditer sans avoir fait un travail de libération intérieure, et les traces inconscientes qui demeurent en eux, c'est un terme d'un sage de l'Inde, les traces inconscientes empêchent d'accéder à la méditation.
Et là, le jeu du roi permet aussi, mais la thérapie, toute thérapie, enfin, il me semble qu'il y a beaucoup de gens qui auraient intérêt à passer par des processus de psychothérapie pour pouvoir accéder à la méditation. Alors, il y a déjà ce clivage-là, et il y a le clivage entre ces mondes de thérapie et de spiritualité, avec la compréhension et l'amélioration des relations dans l'entreprise, et pour faire que le plus de monde possible dans la politique passe par un processus d'intériorisation pour avoir une action qui est positive. En fait, on pourrait dire que dans l'entreprise, avec le langage de l'entreprise, il y a à passer de la cohérence, une cohérence qui est question de sens. On parle beaucoup de question de sens, retrouver le sens. Et le sens ne peut se révéler vraiment que par un regard sur soi. Qu'est-ce que je fais dans ce monde? Qui suis-je? Et qu'est-ce que je fais? Si je n'ai pas ce questionnement-là, eh bien, ce que je fais, c'est juste des jeux de pouvoir, des recherches d'argent, c'est presser le citron pour cracher du cash au maximum, et c'est finalement, on en arrive à un monde de fous, un monde complètement qui s'en va vers l'autodestruction. Ça demande, oui, ça demande énormément d'oser pour pouvoir aller dans un processus thérapeutique profond. Est-ce que donc le jeu du roi ne s'applique pas du tout dans un milieu professionnel avec des collègues pour justement révéler comment fonctionne une équipe? Alors, il y a eu deux étapes dans notre réflexion, parce que dès le départ, il y a eu beaucoup de personnes de l'entreprise qui sont venues et à nos formations, et ce qui nous a fait réfléchir. Et on s'est rendu compte déjà que en inter-entreprise, le jeu du roi permettait aux personnes de venir se ressourcer, de venir comprendre comment ils fonctionnent, et ensuite de repartir dans leur entreprise de façon complètement renouvelée, je dirais. Et ensuite, comme il y a eu beaucoup de coachs qui sont venus se former à l'animation du jeu du roi, ben, ils ont commencé à tester à l'intérieur de l'entreprise. Et d'ailleurs, j'ai très peu intervenu en entreprise, je ne suis pas une personne d'entreprise, et pourtant, ce qui a déterminé que le jeu du roi est sorti de mes séminaires d'hommes, c'est parce qu'on m'a invité à faire une intervention dans le milieu professionnel, et en inter, cette fois-là, dans une association professionnelle où il y avait des gens qui s'étaient amenés à travailler ensemble. Et ça a été un tel succès, les gens en ont redemandé, que ça a donné la puce à l'oreille, que de fait, ça pouvait aider à l'intérieur d'équipes. À une condition, c'est que les gens, l'équipe soit volontaire et a envie de comprendre mieux son fonctionnement. On ne peut pas imposer à une équipe un travail de cette profondeur sans qu'il y ait une volonté profonde. Alors, souvent, c'est des équipes qui font déjà appel à quelqu'un pour comprendre leur fonctionnement. Et à ce moment-là, dès qu'une équipe fait appel en interne pour comprendre son fonctionnement et devenir plus dynamique et plus efficace, à ce moment-là, le jeu du roi a toute sa place. Et on a compris aussi qu'il y avait des modalités de l'animation qui étaient différentes. Les gens qui travaillent ensemble, on ne va pas les inviter ou même les challenger sur leur scénario d'enfance. Donc, c'est contractualiser les niveaux d'intervention. Et là, il y a des gens qui travaillent dans l'entreprise qui seront beaucoup plus clairs que moi sur cet aspect de contractualiser. Et si, dans le cours de ces séminaires, il y a quelque chose qui émerge, c'est de recontractualiser. Est-ce que tu es d'accord pour qu'on aille explorer ça? Parce que, par exemple,
un des thèmes majeurs, c'est comment je me suis situé par rapport à mon père. J'avais quelqu'un qui avait un rôle important dans l'entreprise et qui arrivait toujours à des catastrophes parce que son équipe se divisait. Eh bien, le moment où il a compris que son père, il était continuellement en lutte contre son propre père, qui était militaire de carrière, colonel ou général, je pense, et qu'il y avait une bande de garçons comme enfants, et que le jeu, c'était toujours qu'il y avait un groupe d'enfants, 2, 3 garçons d'un côté, 2, 3 garçons de l'autre, et qui s'entretuaient dans l'intérieur de la famille à cause de l'excès d'autorité du père. Et que cela, il se rejouait continuellement dans l'entreprise, et donc il a été mis en échec permanent. Et le moment où il a accepté, alors là c'était dans un séminaire inter-entreprise, mais dans une équipe, si quelqu'un accepte de regarder ça, ça peut aussi éclairer complètement ce qui se passe dans une équipe. Mais là, à ce moment-là, c'est le coach qui anime ou le formateur qui anime dans une équipe qui dit ah bah tiens, il semble qu'on touche à ton père. Est-ce que tu acceptes qu'on aille là en présence des membres de ton équipe ou non? Oui, non. Si c'est non, c'est respecté. Et là, on regarde les conséquences que ça a dans la vie de l'équipe sans aller fouiller à l'intérieur des détails de comment ça s'est passé ou de revivre les émotions de l'enfance. Alors que dans un groupe psychothérapeutique, on va aller revisiter les situations d'enfance qui ont provoqué ces scénarios répétitifs. Alors, pour concrétiser ce que c'est que le jeu du roi en 2019, est-ce que tu peux nous dire quelles sont les différentes propositions du jeu du roi? Est-ce qu'on peut se former pour devenir animateur du jeu du roi? Est-ce qu'il y a une structure? Combien de personnes aujourd'hui sont animateurs du jeu du roi en France? Oui, alors dernièrement il s'est constitué une association professionnelle pour garantir la qualité de la formation et que les gens qui animent le jeu du roi puissent être vraiment compétents. Actuellement, il y a une douzaine d'intervenants formés et il y en aura plus parce que c'est en cours il y a beaucoup de gens en cours de formation. Pour ma part, avec ma compagne, nous avons deux formats, nous présentons deux formats de formation. Un format court de l'été qui est en 5 jours, où les gens peuvent venir explorer leur leadership, on devrait plutôt dire d'intégration de la personnalité. Donc ce n'est pas à proprement parler une formation au leadership. Et souvent d'ailleurs, des formations au leadership ou au management, c'est des formations techniques, c'est comment s'y prendre. Alors que là, c'est pas du tout, il y a quand même des choses qui émergent à partir du psychodrame sur le savoir-faire, mais c'est essentiellement un savoir-être, comment être avec soi, donc comment savoir être avec l'autre. Et non pas sur les savoir-faire de diriger une équipe, etc. Et ça, c'est l'intensif d'été court, 5 jours, et nous avons un format long qui se déroule en 4 modules, tout sur à peu près 6 mois, de novembre à mai, et qui est aussi une formation à son intégration intérieure, oser être, et qui est aussi, il y a à peu près la moitié des gens qui le sont pour des raisons professionnelles. Mais seulement la moitié. Et puis, il y a ensuite, pour ceux qui ont déjà exploré pour eux-mêmes et qui sont déjà de leur propre côté psychothérapeute ou coach, il y a une possibilité de se former à l'animation du jeu du roi en psychothérapie ou en entreprise. Et ça, c'est un cycle aussi en 4 modules qui font à peu près 12-13 jours chaque année.
Action première.